Donc rebonjour et bonjour à ceux qui m'ont pas vu tout à l'heure. Donc Didier Ars, directeur de Morbihan Énergie. On va vous faire une présentation à deux voix. Je laisserai Hugo se présenter tout à l'heure. Et moi tout à l'heure je vous ai parlé de groupement d'achat d'électricité et vous vous souvenez on a parlé de flexibilité énergétique etc. pour ceux qui étaient là. Mais même pour ceux qui n'étaient pas là, tout le monde le sait très bien, l'électricité ne se stocke pas. Et comme l'électricité ne se stocke pas, ce qu'il faut c'est en permanence être en équilibre production, consommation. Et sans doute une des possibilités pour y parvenir, c'est de passer par la mobilité hydrogène. Donc ce que l'on vous propose, comme je l'ai dit à l'instant, c'est de vous faire une présentation à deux voix sur qu'est-ce que Morbihan Énergie ENGIE on peut faire pour justement développer cette filière en Morbihan. Alors ça, je vais le faire super vite parce que je crois que globalement, les gens étaient là tout à l'heure. Donc Morbihan Énergie, tous les métiers de Morbihan Énergie, l'énergie, la mobilité, l'éclairage public, le numérique, l'électricité. Maintenant, ça, on n'en a pas parlé. Donc, toujours à la demande de nos territoires, parce que comme je l'ai bien précisé tout à l'heure, Morbihan Énergie n'intervient que pour répondre aux attentes de ses adhérents, et donc en l'occurrence des communes et des intercommunalités. Nous avons déployé maintenant quasiment presque 4 ans, on a commencé le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors on a été un des départements d'ailleurs précurseurs dans la démarche, puisque on avait, et c'est les bornes qui sont en haut à gauche du document, on avait développé un partenariat avec Nissan, parce que Nissan voulait vendre des voitures électriques, mais pour vendre des voitures électriques, il faut forcément pouvoir les recharger. Et donc du coup, Nissan nous avait demandé on avait eu un échange avec eux, notamment dans le cadre du congrès des maires, et en fait, ils avaient accepté de nous payer les infrastructures à condition qu'on les exploite, qu'on les opère, et que finalement, on développe un réseau de bornes sur le Morbihan. Donc les premières bornes qui ont été développées en Morbihan, donc c'est 11 bornes, ont bénéficié en fait d'une prise en charge à hauteur de 50% par Nissan, parce que plutôt que de mettre de l'argent dans la communication, ils avaient préféré mettre en place des infrastructures. Donc ça a été un bon effet levier pour travailler sur tout ce qui était mobilité électrique. D'ailleurs, à ce titre, on a été lauréat d'un trophée des territoires électromobiles au niveau national, puisque on a déployé sur le Morbihan presque 200 bornes de recharge, qui vont des bornes de recharge dites accélérées en courant alternatif à des bornes de recharge semi-rapides en courant alternatif et continu, et les bornes de recharge rapide, qui sont les très grosses bornes. Madame disait tout à l'heure qu'elle utilisait un véhicule électrique, donc ça dépend de la voiture, mais enfin, je veux dire, la grosse borne de 40 kg, elle permet de repartir, on va dire, avec 100 km au bout d'un quart d'heure, quoi. Donc, sauf que ça, aujourd'hui, la voiture électrique, vous voyez, je viens de dire, au bout d'un quart d'heure, on repart avec 100 km. Donc, en même temps, c'est super parce que on est sur des mobilités décarbonées, mais en même temps, on a une problématique de temps de charge par rapport à une autonomie. Aujourd'hui, quand on fait un plein de gasoil, ça nous prend 5 minutes et on récupère 600, 700 km. Là, sauf à installer des superchargeurs sur le réseau, mais on va retrouver la même problématique que celle que j'ai exposée tout à l'heure, c'est que si à un moment donné, on dit qu'on veut tirer 350 kW par exemple sur le réseau à un instant T pour recharger une voiture, il va falloir que le réseau y suive. Et ça veut dire qu'on risque de devoir faire de très gros investissements rien que pour, on va dire, recharger une voiture parce qu'on va lui augmenter la puissance en fait disponible pour se recharger. Et ça, en fait, c'est, on va dire, un des points faibles de la mobilité électrique au sens au sens véhicule électrique comme on les retrouve aujourd'hui sur le marché. Pourquoi je bafouille? Parce que la voiture hydrogène, c'est une voiture électrique. Et je pense que c'est à ça que je veux arriver, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la voiture électrique, la Zoé, la Ion, etc., qu'on trouve sur le marché, les Nissan, les Volkswagen, ce sont des véhicules qui embarquent des batteries. Alors, ça a l'intérêt que je vous ai donné tout à l'heure, notamment pour tout ce qui était flexibilité énergétique. Mais ça a l'inconvénient que pour récupérer l'autonomie, il faut que je me recharge. Et si je veux me recharger rapidement, il faut forcément que je sois avec des superchargeurs, donc grosse puissance. Qui dit grosse puissance dit gros appel de puissance sur le réseau, et donc risque de perturber l'équilibre du réseau pour uniquement 5 minutes de recharge. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le territoire il est maillé, il y a 180 bornes de recharge, on offre tout le service sur le territoire. Et on sait très bien qu'on a un point de faiblesse, c'est tout ce qui est animation commerciale. Et là-dessus, en fait, on a lancé un marché spécifique parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il ne faut plus vendre de la technique. Et vous allez retrouver ce que je vous ai dit tout à l'heure encore. On ne vend plus de la technique, on doit vendre du service. Et quand on vend du service, on doit forcément avoir un fort axe commercial dans
dans l'explication et la pédagogie d'accès aux infrastructures. On a également travaillé, Christophe présentait, si vous étiez présent tout à l'heure, le directeur de la SEM de Morbihan Énergie. On a travaillé notamment par le canal de la SEM sur des stations GNV, puisqu'il y avait une demande des territoires et une demande des industriels du transport en fait pour travailler sur tout ce qui était mobilité GNV. Donc on a développé une première station donc au Prat-Tavannes, on a en projet une station sur Pontivy et une troisième sur le Pays de Lorient. Donc ça c'est au même titre que les bandes de recharge véhicules électriques. C'est aussi un petit peu la particularité de notre structure, c'est qu'on est allé chercher des subventions, et vous allez comprendre pourquoi j'arrive après à l'hydrogène. On est allé chercher des subventions, bien sûr on est allé chercher les besoins, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des subventions s'il n'y a pas les besoins, ça ne sert à rien. Et derrière, en fait, on a amené, on va dire, des solutions clés en main au territoire pour travailler sur des mobilités autres que des mobilités issues du pétrole. Gaz naturel véhicule, pardon. C'est du gaz réseau qui est comprimé et qui, en fait, permet de remplir. Là, par exemple, sur le parking, on a une petite Fiat Punto qui tourne au GNV. Et il y a une Golf aussi qui tourne au GNV. C'est du gaz réseau comprimé qui est utilisé, en fait, pour les véhicules. C'est extrêmement développé en Italie et en Allemagne. Véhicule. Mais en fait, pour faire simple, c'est le même gaz que celui que vous avez quand vous allumez le gazinière. Il est juste un peu plus comprimé. C'est du gaz réseau, on est d'accord. Avant de donner la parole... Pardon, monsieur. Si, aussi. Mais en fait, on est raccordé au réseau. Et donc, du coup, ça peut être du GNV, ça peut être du bio-GNV. Et on a en fait les deux offres au niveau de la station de Vannes. Mais il y a des projets, mais c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce qui relève d'aujourd'hui et ce qu'on peut, voilà. Mais il y a des projets de développement de bio-GNV sur le territoire. Et bien évidemment, même si on n'est pas en connexion directe, quelque part, le gaz, c'est un peu comme le même principe que ce que je disais tout à l'heure sur l'électricité. Il utilise le chemin le plus court et donc... quand on aura du bio-GNV servi à la pompe, il sera forcément celui qu'on aura produit localement. Mais oui, il y a des projets, notamment avec GMVA, sur le sujet. Alors la mobilité hydrogène, donc contexte favorable, donc vous voyez, on arrive énergie renouvelable, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, flexibilité, on produit avec les énergies renouvelables, pas forcément comme on en a le besoin, ce qu'on disait avec madame tout à l'heure, en particulier. Donc l'idée de l'hydrogène, c'est finalement du stockage. C'est-à-dire que par électrolyse de l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais produire de l'hydrogène, mais on va dire de l'hydrogène issu des énergies renouvelables. Là, sur le parking, et on y arrive sur le slide d'après, en fait, aujourd'hui, ce bâtiment, alors il ne vous a pas été présenté, mais très rapidement, on a 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture. On autoconsomme ce qu'on produit, mais ça fait 5 ans qu'on fonctionne comme ça. C'était plutôt novateur à l'époque, je peux le dire d'autant plus facilement que j'étais pas encore là. Et en tout cas, je travaillais pas sur ce métier-là. Et derrière, en fait, on autoconsomme ce qu'on produit, on stocke sur batterie. Et le président nous avait demandé de travailler également sur encore une optimisation de nos productions. Et en fait, on a installé sur le parking une station hydrogène. Vous avez pu le voir, non. On ne la voit pas, elle est au fond à droite, vous la verrez en sortant. On a en fait une station qui produit l'hydrogène issu de notre production solaire. C'est-à-dire on produit notre hydrogène. Et le président Bron serait là, il dirait c'est de l'hydrogène, c'est du carburant breton, Vantais, c'est de l'hydrogène produit localement. Donc avec le soleil morbihanais, bien sûr. Donc on est vraiment sur tout un écosystème qu'on a construit. Et l'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'on le produit là où finalement on produit trop d'électricité renouvelable, ou en tout cas l'électricité renouvelable n'est pas valorisable sur les marchés. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager, comme un outil pour favoriser la flexibilité énergétique. Mobilité électrique, c'est ce qu'on a dit, c'est super. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ceux qui l'utilisent, j'imagine. C'est sans bruit, c'est sans pollution, c'est hyper souple en conduite. Comment? C'est ce que je dis, ouais, c'est sans pollution. Et derrière... pour autant, on a juste un problème, c'est le stockage de l'électricité où mon autonomie n'est pas importante si je ne mobilise pas mon véhicule longtemps, ou si je veux que ce soit pas long, il faut que j'ai des puissances de recharge énormes. Et donc du coup, de mixer
parce qu'aujourd'hui, des véhicules hybrides, on en trouve, mais les véhicules hybrides qu'on trouve, c'est essence électrique. Donc il y a 2 motorisations. Ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est de se dire demain, c'est quoi le véhicule de demain? C'est un véhicule électrique, tout court, hydrogène, batterie. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai? J'ai ma batterie qui me permet de faire les 50 km pour aller en centre-ville et puis aller jusqu'à la station, par exemple, dont on parlait tout à l'heure avec Hugo, qui peut être à la sortie de Vannes, qui va être une station, on va dire, où là, je vais pouvoir me recharger en 600 bars et puis je vais pouvoir en fait récupérer 600 km en 5 minutes. Et pour autant, mon circuit urbain, je le ferai sur les bornes de recharge à partir de mes batteries. Ensuite, il y a une volonté forte des pouvoirs publics de développer en fait la mobilité hydrogène. Et du coup, c'est pareil. C'est un sujet dont les élus nous ont demandé de nous emparer parce qu'on sentait bien qu'un appel d'air de l'État, des financements qui pouvaient exister, et que donc du coup de pouvoir, on va dire, capter la filière et qu'elle vienne se développer chez nous, pour nous ça avait tout sens en fait. Et je pourrais rajouter, quand je vois Monsieur Villevoix au fond, c'est que en fait on a également travaillé sur tout ce qui est mobilité maritime, parce qu'on a quand même le Golfe, et c'est vrai que sur le Golfe, il y a énormément de choses qu'on pourrait imaginer en mobilité décarbonée. Alors ça peut être bateau électrique batterie, c'est une première phase qui a été franchie, et le PNR, je crois, qu'a le bateau qui tourne, hein, je ne me trompe pas. Et derrière, il y a d'autres filières où peut-être que finalement il y a un besoin de rechargement, on va dire, rapide, et qu'il ne faut pas mobiliser le réseau de manière forte, et on pourrait très bien imaginer sur des bateaux hydrogène. On a commencé à y travailler, mais on en est aux prémices. Donc en fait, l'intérêt de l'hydrogène dans la mobilité, c'est l'avantage de l'électrique sans ses inconvénients. C'est-à-dire que finalement, on a le même fonctionnement que sur le thermique, mais par contre, on est sur une mobilité décarbonée. Donc pour ça, il y a des besoins dans l'industrie. Hugo va en parler tout de suite, je suppose, ou tout à l'heure. L'industrie, c'est pareil. L'hydrogène peut être utilisé dans l'industrie, la mobilité et les réseaux. Et voilà. Merci Didier. Pour me présenter, donc bonjour à tous déjà. Hugo Renaudin, ingénieur d'affaires chez Engie Cofeli. Je vais vous présenter en 2 mots Engie Cofeli pour revenir ensuite au sujet qui nous intéresse plus, l'hydrogène. Donc Engie Cofeli, c'est une filiale du groupe Engie, acteur de la transition énergétique. Engie Cofeli intervient sur 2 domaines principalement. L'intégration de services pour les entreprises, ce qu'on appelle aussi facility management, et l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça va se concrétiser par la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et la maintenance de solutions décarbonées pour ses clients. On entend par là des réseaux de chaleur, des réseaux de froid, du photovoltaïque ou des solutions de mobilité verte. Donc, Engie Cofeli est une structure... Excusez-moi. Engie Cofeli donc, est une structure nationale, mais c'est aussi une structure locale avec des entités donc par région. Pour la Bretagne, donc c'est l'agence Bretagne qui ensuite est déclinée en département et en équipe d'exploitation, avec pour Vannes une équipe qui est située à Saint-Avé. Engie Cofeli donc intervient sur tous les domaines B2B, à la fois le tertiaire, l'industrie, l'habitat et bien sûr les collectivités. Donc, depuis quelques années, Engie Cofeli s'engage donc sur l'hydrogène. Aujourd'hui, donc, on a une vingtaine de stations d'avitaillement, plus des projets en maturité. Je vous propose qu'on fasse un point sur la station justement qui est juste derrière, qui était un des sites pionniers. Didier, vous voulez peut-être nous en dire 2 mots? En fait, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais en fait, on va y arriver sur le slide suivant. En fait, c'est comme tous les sujets, en fait, le GNV, la mobilité électrique et tout le reste. Si on veut développer des infrastructures, il faut trouver des usages. Et aujourd'hui, dire on va construire une station hydrogène pour que les gens achètent des véhicules hydrogène, c'est pas suffisant. Je veux dire, les véhicules, pour l'instant, continuent à coûter plus cher. Aujourd'hui, on va être un prix à la pompe qui va être similaire si on arrive à avoir beaucoup d'usage à du pétrole. Et encore, on n'est pas taxé. Ça veut dire que si demain il y a une taxation, il peut y avoir questionnement. Mais on va dire,
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute le moment de se lancer si on veut capter des financements pour que finalement demain, en fait, on puisse être prêt et on puisse avoir un prix de molécule d'hydrogène compétitif. Donc, vaut mieux que l'argent en fait d'accompagnement, que ce soit de l'Europe ou de l'État, ils viennent plutôt en Morbihan qu'ailleurs. Je pense qu'on peut être que tous d'accord. Et donc du coup, on avait échangé avec Engie Cofeli il y a 2-3 ans maintenant. Parce que, comme je l'ai dit, nous, on avait du surplus d'électricité. Le président nous avait demandé de travailler sur la filière hydrogène avec une volonté de chercher des véhicules qui soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, électriques hydrogène, on va le dire comme ça, même s'ils sont que électriques. On va dire batterie et hydrogène, on pourrait dire ça comme ça. Et on savait que Michelin sur Vannes consommait de l'hydrogène pour son process industriel. Et Engie d'ailleurs était déjà à l'époque en pourparlers avec Monsieur de Solage pour que justement migrer d'un hydrogène gris issu du pétrole à un hydrogène vert issu de l'électrolyse de l'eau. Donc ça veut dire que quelque part on avait le terreau où déjà en fait quand on parle de besoin d'usage, il y avait déjà un terreau parce que finalement sur le territoire il y avait un consommateur d'hydrogène. Et ce consommateur d'hydrogène, il pouvait être quelque part nous assurer une récurrence d'usage. Alors nous, au début, on était à peine dans le dossier, hein, c'était plus nous, on va dire, on était le relais territorial, mais ça, on aime bien le faire aussi. Et en fait, Engie avait, on va dire, une relation d'industriel à industriel avec Michelin. On a échangé avec les élus de Vannes, avec les élus de GMVA, et ça nous a semblé un projet pertinent pour développer la filière, parce que finalement, on avait cette récurrence d'usage qui nous venait de l'industriel, qui finalement nous permettait aussi de participer à la mise en route du système. Et seulement, on sait très bien que ça peut faire peur, c'est nouveau, les gens sont interpellés. Et du coup, le premier partenariat qu'on a monté, on va dire, avec Engie, Cofeli et Attaway, parce que c'était Attaway qui apportait la solution, ça a été de mettre un petit, si on peut se permettre, électrolyseur sur le parking qui produit 2 kg jour. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Mais une voiture, pour vous donner une idée, c'est 1 kg au 100 km. Et puis vous voyez sur la photo, suffit pas d'avoir l'électrolyseur, fallait aussi avoir la voiture. Donc là, en fait, avec GMVA, on a répondu à un programme TEPCV et en fait, on a eu un financement pour un véhicule hydrogène. Ce véhicule hydrogène, vous pouvez me dire pourquoi c'est un Hyundai? Parce que en fait, vous cherchez des solutions, vous en trouvez que voilà, exactement. Aujourd'hui, Toyota propose des solutions, Hyundai. Alors avant c'était un Kangoo aménagé en fait par aide-moi, Symbio, voilà c'est ça. Mais c'était un Kangoo, donc c'était pas sur du véhicule, vous voyez, on était sur du véhicule, on va dire un peu utilitaire. Et sinon Mercedes, je crois qu'il y avait des solutions, mais les plus abouties c'était Toyota et Hyundai. Donc on est allé vers le produit le plus intéressant financièrement et en termes de technologie, et donc on est allé, enfin pas en termes de technologie, plus intéressant financièrement, et on est parti sur Hyundai. Déjà pour acheter la Hyundai, pour vous montrer que c'est pas un marché qui est si nouveau ça pour tout le monde, c'est qu'il a fallu montrer patte blanche sur le fait qu'on pouvait la recharger, parce que sinon ils ne l'auraient pas vendue. Et il a fallu activer tous les réseaux nécessaires pour que le Morbihan puisse avoir le véhicule hydrogène. Ce qui a été fait bien sûr. Donc aujourd'hui, ça, c'est le meilleur des démonstrateurs qu'on peut pour la filière. C'est de dire qu'on a la station, qu'on roule à l'hydrogène. Et d'ailleurs, ce véhicule, il est utilisé. Et d'ailleurs, encore ce soir, il y a quelqu'un qui vient le voir parce que ça interpelle les gens, en fait. Donc voilà un petit peu le début de l'histoire. Mais ça, c'était un démonstrateur. Le but, il était toujours comme un petit peu, c'est la logique de ce bâtiment. On va dire, le noyau du réacteur, si je peux me permettre, et autour, on va dire, venir greffer des nouvelles technologies pour les tester. Et puis, une fois qu'on les a testées, on va aller sur les autres, on va dire, dans un mode beaucoup plus industrialisation, en fait, dans les territoires. Alors, sans doute qu'on n'est plus dans le mode démonstrateur, parce qu'il serait trop restrictif, et puis, mais s'il serait trop de recherche et développement. Mais on va dire, on va prendre les briques qui sont les plus matures et on va aller les proposer au territoire. Et donc aujourd'hui, là, il y a un beau retour d'expérience sur cette station de distribution hydrogène. Et maintenant, du coup, on va arriver, je pense, à la slide suivante, où c'est pour toi. Comme on l'a évoqué, une station hydrogène sans utilisateur derrière n'a aucun intérêt. C'est pourquoi aujourd'hui, Engie propose une solution complète de mobilité verte, une solution globale qui va à la fois porter donc sur l'étude des besoins des clients,
sur quels sont leurs besoins pour leur flotte de mobilité, sur la mise en place d'une production d'hydrogène vert. J'insiste sur le côté vert de l'hydrogène parce que c'est vraiment la force de l'offre, c'est qu'on source avec de l'électricité renouvelable, ce qui nous permet d'avoir de l'électricité verte, de l'hydrogène vert, pardon. Et ensuite, la mise à disposition et la location de véhicules. Tout cela permet d'avoir une offre qui est sans investissement pour le client et qui permet donc de limiter les risques. Ce qui a permis à NG Cofeli aussi de proposer ce type d'offre, c'est au final c'est son retour d'expérience. Aujourd'hui, la flotte de véhicules chez NG Cofeli représente 25 000 véhicules, dont déjà plus de 50 véhicules hydrogène. Donc l'offre porte donc sur un interlocuteur unique pour faciliter justement la vie des entreprises. C'est dans l'idée tout à l'heure, quand je vous ai présenté NG Cofeli, je vous ai parlé de Facility Management. On est exactement dans cette idée-là. Une durée d'engagement qui est adaptable. L'hydrogène est quand même un procédé sur le territoire qui est plutôt nouveau. L'idée, c'est d'avoir des contrats de 2 ans qui permet d'avoir une vision à moyen terme. Un coût d'usage qui est connu à la signature, ce qui permet de consolider les budgets, et une solution qui... Donc, à travers ce schéma, on a voulu en fait vous présenter la durée de vie du contrat qui part donc de l'accompagnement avec l'étude du besoin, le dimensionnement de la solution, jusqu'à la fin de contrat et le renouvellement du parc de véhicules. Donc aujourd'hui, on rentre dans le dur avec justement la précontractualisation de la première station de distribution d'hydrogène sur Vannes, puisque en fait on a été labellisé pour construire une station grand public à Vannes, donc au niveau donc de l'usine Michelin, puisque en fait le premier client, on va dire quelque part, de cette station, ça sera Michelin. Donc ça c'est parti en fait. Je regarde Madame le Pape, on a commencé déjà à bien avancer sur la question. On a eu du financement de l'ADEME, donc ça c'est pareil, ça c'est quelque chose de super positif pour le territoire. On a du financement de l'ADEME. Aujourd'hui, en fait, comme on l'avait mis volonté affichée depuis début 2017, mais vous voyez, on en a déjà parlé. Un partenariat depuis 2018, le partenariat, c'est forcément les acteurs du territoire, c'est la Banque des territoires, c'est Engie, la région Bretagne et nous, l'ADEME bien évidemment, puisque j'ai dit qu'ils nous finançaient. Donc en fait, on va être financé à 2 niveaux sur ce projet, et c'est ça qui est intéressant. On va être financé sur la construction de la partie électrolyseur et compression, puisque en fait, on est sur j'ai dit tout à l'heure 600 bars, 700 bars. On est sur de l'hydrogène comprimé à 700 bars et en fait 600 km en 5 minutes de rechargement pour un véhicule, même si certains véhicules ne prennent que du 300 bars, donc ça dépend de la technologie du véhicule. Toujours dans une volonté de vulgarisation, parce que, comme l'a dit Hugo, en fait, la difficulté, c'est... Enfin, je veux dire, je ferai le tour de la salle. Je pense qu'on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à acheter une voiture hydrogène ? Je veux dire, c'est pas évident, en fait, parce que déjà, ça coûte plus cher. Le plein, en fait, on va le payer le même prix que sur le pétrole, et finalement, c'est dur de franchir le pas. Alors, donc, du coup, l'idée, c'est de déjà, alors on a des aides, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, on a des aides pour l'infrastructure, mais ça à la limite le client final, lui ça lui permettra de payer moins cher à la pompe. Mais par contre on a également des aides sur l'achat des véhicules. Donc ça c'est quelque chose où aujourd'hui en fait on a obtenu à peu près 12 000 € par véhicule à l'achat. Donc ce qui veut dire que quand les gens vont vouloir acheter un véhicule, que ce soit un véhicule léger ou des véhicules on va dire pour de la logistique ou autre, ils auront des aides. Donc 12 000 € d'aide. Il y a bien sûr l'aide véhicule électrique, parce que n'oublions pas que le véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. Et puis surtout, maintenant, là, on est en train de travailler avec tous les acteurs du territoire pour optimiser l'usage. Parce que, allez, Michelin, c'est à peu près 30 kg au jour qu'il va utiliser pour... Parce qu'en fait, ce qui se passe, Michelin, en fait, utilise l'hydrogène pour nettoyer les tréfileries de pneus qui sont fabriquées sur Vannes. En fait. Et donc, du coup, ce besoin, il est récurrent. Et donc, du coup, dans notre business model, on intègre bien évidemment ça dès l'entrée. Aujourd'hui, maintenant, le sujet, c'est un peu à l'image de ce qu'ont fait les vendeurs de véhicules électriques, c'est que aujourd'hui, les gens achètent peu les véhicules électriques, ils les louent, ils font des LOA, ils font des locations longue durée. Et sur l'hydrogène, je ne dis pas que les gens les achèteront pas, mais on sent bien qu'il faut aussi
proposer aux gens une solution où finalement la technologie, est-ce qu'elle est mature? Je veux dire, pour le particulier qui achète le véhicule, lui, il n'en est pas sûr. Et est-ce que finalement, il ne faut pas travailler avec les constructeurs pour que finalement, il y ait une offre de reprise cohérente pour que finalement, la personne qui va acquérir, ou en tout cas qui va utiliser le véhicule hydrogène, demain, lui, quand il va le rendre, il sait qu'on lui fait une valeur de reprise correcte parce que finalement, le constructeur, il prend le risque avec lui, quoi. Et c'est ce qu'a fait notamment Renault quand ils ont lancé leur location à 200, 300 euros par mois sur du véhicule électrique. C'était bien ça. C'était ok, vous n'êtes pas propriétaire de votre voiture, mais à un moment donné, de toute façon, vous me la rendez. Donc la batterie n'était pas possible d'être vendue non plus, etc. Donc c'était en même temps, il y avait sans doute d'autres raisons, mais c'était aussi en même temps une stratégie commerciale pour finalement inciter les gens à franchir le pas. Et ce qu'on veut faire sur l'hydrogène, c'est la même chose. C'est finalement bien sûr, la personne qui veut acheter le véhicule, qui peut aller aujourd'hui, parce que je pense que je vais avoir la question, donc je l'anticipe, aujourd'hui aller à un type SUV comme il y a sur le parking, nouvelle génération, etc., remise déduite, etc., il tournera à peu près à 55 000 euros. C'est cher. Mais en même temps, quand on prend un véhicule haut de gamme thermique classique, enfin, je veux dire, on n'en est pas loin. Et les gens qui tournent dans ce genre de véhicules, souvent ils les achètent pas, ils les louent, ou en tout cas il y a des offres particulières. Donc à nous de construire ces offres particulières avec les constructeurs. De la même manière, on a mis en place avec Engie Cofeli et l'ensemble des partenaires, on a mis en place une charte Morbihan hydrogène. La ville de Vannes y adhère, le PNR y adhère. Et c'est quoi l'adhésion à cette charte? C'est de dire, bah, nous, on est acteurs du territoire et quelque part, alors la ville de Vannes, le PNR sont bien sûr acteurs au-delà de l'achat des propres véhicules, mais c'est aussi de montrer, notamment à nos partenaires industriels, que soyez rassurés, messieurs, on a des clients, on a de l'usage. Et en fait, l'adhésion à la charte, c'est de dire, bah, finalement, moi, demain, je suis prêt à devenir consommateur de la station et cette filière hydrogène m'intéresse. Donc, et puis en même temps, c'est une garantie. C'est-à-dire que si demain, il y a des consultations qui sont lancées par des entreprises, par des collectivités, eh ben de faire référence à ce label Morbihan Hydrogène, c'est quelque part une garantie d'origine, entre guillemets. Donc, tout ça, c'est pour vulgariser le sujet et faire en sorte que les gens basculent vers cette nouvelle technologie où on le voit bien, en fait, et puis on tire les enseignements, je pense, du véhicule électrique, où on a bien vu que quand on essaye un véhicule électrique, enfin moi j'ai tendance à dire, la voiture électrique, l'essayer, c'est l'adopter, en fait. Quand on la conduit, on n'a plus envie de conduire une thermique après. Vous êtes d'accord? Mais pour autant, il y a plein de gens qui... on est tous un peu frileux à franchir le pas. Alors autant dire que sur l'hydrogène, c'est encore pire. Donc il faut en effet avoir de l'animation, de la vulgarisation, et je pense que les retours d'expérience du véhicule électrique vont nous y aider. Donc une charte, j'en ai parlé, la charte Morbihan Hydrogène, donc des acteurs du monde économique qui l'ont signé aussi, bien évidemment Michelin, Delanchis sur l'Orient, Fideli Course, mais je vais en oublier, hein, donc voilà. Je vais rajouter aussi le parc de Branferré, j'ai dit bien sûr la ville de Vannes, le PNR, et plein d'autres acteurs qui sont intéressés de nous accompagner, dont GMVA bien sûr, parce que ce qu'il faut maintenant, c'est remplir en usage en fait. Et comme on a dit, une voiture c'est 1 kg au 100 km. Donc vous voyez, si notre station elle va produire à peu près 100 kg jour, admettons que je mets 30 pour Michelin, il faut que je trouve 70 kg jour d'usage pour en fait amortir ma station. Donc c'est un travail, mais pour autant, aujourd'hui on a réussi à mobiliser des fonds de l'État pour construire cette station sur Vannes. Et d'ailleurs la Bretagne elle est partenaire et c'est un premier projet concret qui pourrait se réaliser à l'échelle bretonne si tout se passe bien. Sans rentrer dans les détails du schéma, ce qu'on a voulu mettre ici en évidence, c'est l'importance d'avoir une dualité au niveau des usages, de combiner à la fois un industriel et de la mobilité. L'industriel va permettre d'avoir un talon de consommation. À cela, on ajoute derrière la mobilité qui peut être un petit peu faible au départ et qui va prendre tout son essor et qui va augmenter au fur et à mesure. C'est typiquement le cas sur Vannes, où au final, dans un premier temps, Michelin sera un consommateur plus qu'important, et la mobilité va augmenter et va venir prendre sa part au fur et à mesure.
Et la dernière slide, bah, c'est justement la station de Vannes, on en a parlé. C'est à proximité immédiate de Michelin, bah, vous le comprenez bien pourquoi, parce que finalement, il s'agit bien sûr de servir déjà Michelin, parce que enfin voilà, c'est hyper important pour plein de raisons. C'est aussi le premier consommateur. Et puis après, à nous de développer la mobilité hydrogène. Et vous voyez, enfin, quand vous verrez la station en vraie grandeur, ça relève plus d'une station, on va dire, qui peut se dire industrielle. Donc ça ne se met pas partout, parce que là, il ne s'agit pas uniquement de distribuer l'hydrogène, il s'agit de le produire et de le distribuer, parce que il y a la partie production et la partie compression, distribution qui sont prévues dans le projet. Ce sont des unités importantes, et donc du coup, ça ne va pas se mettre en centre-ville. Donc quand on voit tout à l'heure la logique qu'on disait sur la véhicule électrique, on peut très bien imaginer le véhicule de demain. Il a les bornes de proximité, moi je vais les appeler comme ça, les bornes électriques de proximité. Il vient se recharger avec ses 50-60 km d'autonomie. Et puis quand on veut faire un grand trajet, bah, qu'est-ce qu'on fait? On vient se recharger en hydrogène. Et là, on fait nos 600 km et on en retrouvera d'autres dans notre déplacement. Donc voilà un peu la philosophie en fait du développement de la filière en Morbihan, où là on retrouve bien la logique qu'on a dit en début de l'après-midi, c'est que on mixe des territoires, on mixe des collectivités, on mixe des industriels en termes de ressources technologiques et on mixe des industriels en termes d'usage. Et je pense que ça, c'est le nouveau paradigme aussi qu'on est en train de mettre en place, c'est de décloisonner les métiers en fait, parce qu'on se rend compte que finalement on apporte tous en fait les uns aux autres. Et là, on va dire, on est vraiment en train de faire un projet de territoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Attendez. Je vous remercie. Moi, j'aimerais comprendre comment on produit de l'hydrogène, pardon. Deuxièmement, pourquoi c'est vert ou écologique? Et troisièmement, est-ce dangereux ou n'est-ce pas dangereux? Et je m'interroge aussi sur la pertinence de lancer votre truc avec un gros véhicule. Moi, je serais plutôt parti sur une option petit véhicule pour toucher un grand public. Je vous remercie. Si j'en oublie une, je vous autorise à me dire qu'on n'a pas tout répondu. Pourquoi c'est vert? Ça? Comment c'est fabriqué? Tu veux? Vas-y. Comment est-ce que c'est fabriqué? Donc en fait, c'est une électrolyse. Pour faire simple, c'est une électrolyse de l'eau. Donc on va venir prendre une molécule d'eau qu'on va scinder. D'un côté, on va récupérer de l'hydrogène et de l'autre, on va récupérer de l'oxygène. Et cet hydrogène-là est vert. Pourquoi est-ce que l'hydrogène est vert? Parce que l'électricité qui va être utilisée pour produire l'hydrogène est de l'électricité verte. Cette production à partir d'hydrogène, vous utilisez au départ une molécule d'eau. Et l'eau, c'est parmi la ressource la plus rare. L'eau, c'est 1% du cycle de l'eau. Et c'est une ressource qui est utilisée par le vivant, par les humains, et qui va devenir de plus en plus rare avec l'évolution climatique. Donc moi, je trouve pas ça du tout écologique. Je vais laisser après Hugo rebondir, mais aujourd'hui, pour produire le pétrole, c'est la réponse qu'a fait Didier. La semaine dernière, j'ai trouvé ça pertinent. C'est que oui, on consomme de l'eau, mais aujourd'hui, pour le raffinage du pétrole, on en consomme autant, voire plus. Ah non, bah oui, mais il y en a encore. Donc aujourd'hui, on n'est pas plus polluant que le pétrole par rapport à l'eau, par rapport à la consommation d'eau. Ça, c'est déjà un premier critère. C'est-à-dire que aujourd'hui, puis je te laisserai continuer après, c'est que déjà, première chose, quand on fait du raffinage, on consomme de l'eau. Et il va pouvoir continuer derrière parce que l'eau qu'on utilise, elle n'est pas perdue. L'eau qu'on utilise, en fait, on la retrouve derrière. Le procédé de la pile à combustible, c'est vraiment l'inverse de l'électrolyse, c'est-à-dire qu'à partir de l'hydrogène, on va reformer des molécules d'eau. Qui va être éjecté un peu comme un pot d'échappement aujourd'hui éjecte du CO2. C'est de la vapeur d'eau.
Avant de passer à une autre question, est-ce qu'on a répondu aux trois questions de monsieur? Sur le danger du véhicule, il faut savoir qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de la Manche sont équipés de véhicules hydrogène. Les pompiers eux-mêmes le disent, ils préfèrent un feu sur un véhicule hydrogène plutôt que sur un véhicule thermique standard. Sur Internet, alors je sais pas, comme dit Hugo, vous tapez pompier de la Manche, test, feu sur véhicule hydrogène, vous allez voir. En fait, ça part en torchère. Donc du coup, en fait, c'est pas, c'est un gaz qui va, si la véhicule brûle, en fait, il va extrêmement rapidement se dissiper et ça va partir en torchère. Et en effet, mais faut regarder vous tapez à mon avis, et le film il est sur le. Et sinon c'est pareil, je pourrais demander à Edouard de me le récupérer et tu me demandes Christophe et on le mettra à disposition. Très bien. Et pourquoi petit. Et après, monsieur avait une question. Pourquoi petit et gros véhicules? Déjà, nous, on prend ce qui existe sur le marché, vous avez bien compris. Nous, on n'est pas vendeur de voitures, ni constructeur de voitures. Aujourd'hui, le marché, il y a des véhicules, les Kangoo. Aujourd'hui, il y a des Kangoo hydrogène, donc ça existe. Ça a été repris par Renault d'ailleurs. Voilà. Il y a du vélo hydrogène aussi. Voilà, pourquoi pas, mais c'est accessoire, mais ça n'empêche que ça existe. Après, les véhicules, en fait, on trouve aujourd'hui sur le marché, on trouve des modèles de véhicules type, comme j'ai dit, SUV, enfin voilà. Et demain, des constructeurs français vont s'y mettre, mais ils proposent encore du plus gros véhicule, plutôt véhicule 7-9 places, je pense au Peugeot notamment. Aujourd'hui, les Kangoo de chez Renault qui roulent à l'hydrogène, c'est des Kangoo qui ont été adaptés via un kit de Symbio SL. Demain, il y aura des kits qui seront homologués pour d'autres véhicules. Après, c'est aussi la demande qui va créer derrière les propositions des constructeurs. Aujourd'hui, les constructeurs français commencent à comparer ils travaillent déjà sur le sujet et le marché devrait avoir des véhicules hydrogène aller plus tôt, etc. dans deux ans. En fait. N'oublions pas le micro, surtout. Mais tout le monde m'a entendu. C'est pour l'enregistrement. C'est pour l'enregistrement. Ouais. Ah, mais c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors, on a une question ici, puis j'arrive là-bas après. Oui, c'est juste une demande de précision. Ici, pour la borne qui est ici, l'électrolyse, elle est produite avec l'électricité qui est au-dessus, qui est produite par les panneaux, mais là-bas au Prat, avec quoi? Dans un premier temps, avec des certificats verts, mais c'est pareil. Tout à l'heure, monsieur parlait de bio-GNV, de GNV, etc. Aujourd'hui, en fait, dans un premier temps, on sera sur de l'électricité certificat garantie d'origine, mais demain, il y a forcément un projet pour travailler sur, on va dire, une production locale d'électricité. Mais dans une première phase, oui, on est plutôt sur parce que de toute façon, on ne peut pas le faire autrement. Voilà. Après, mais il n'empêche que oui, il y a sûrement une deuxième phase à venir où là, on produira localement l'électricité. Oui, moi je vous remercie pour cet exposé. Moi, j'espère personnellement que l'hydrogène, ce sera vraiment à l'avenir, parce que on a dit beaucoup de bien des véhicules électriques depuis 2 heures. Et en fait, moi j'ai lu un livre que j'ai là qui s'appelle La guerre des métaux rares. C'est pas l'eau rare, mais c'est la guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, qui a eu de nombreux prix, dont on a beaucoup parlé dans les médias nationaux. Et quand on a lu ce livre, on n'a vraiment pas envie d'acheter une voiture électrique, compte tenu de l'impact environnemental, extraction de la silice, du cobalt, du problème de recyclage des batteries, des risques liés aux champs électriques magnétiques dans les voitures. Enfin, je vous conseille de lire ce livre. C'est un livre extrêmement intéressant et passionnant. Il se lit comme un roman. Alors, d'autres questions? Pour une production de 100 kg au jour, là, vous disiez, ça représente quelle quantité d'énergie? Pour produire 1 kg d'hydrogène, c'est 60 kWh d'électricité. À peu près.
Moi, j'avais en fait une question, oui, par rapport. Vous parlez beaucoup de la voiture des particuliers. Pour moi, contrairement à monsieur, je pense qu'on a l'habitude de faire moins de 100 km par jour, donc l'électrique me convient très bien. Par contre, avez-vous des partenariats en cours avec les bus, avec les transports routiers, parce qu'il y a beaucoup de camions qui commencent à rouler à cette énergie-là, et eux, ils sont à même de faire des déplacements de longue distance. Aujourd'hui, les bus, il y en a. Les cars, il n'y en a pas. Le transport, en fait, aujourd'hui, excusez-moi, les gros travaux sont plutôt sur tout ce qui est froid. C'est-à-dire que notamment, on travaille sur tout ce qui est production de froid à partir d'hydrogène. Parce que notamment tout ce qui est transport frigorifique, en fait. Donc là-dessus, il y a des choses d'engagées avec Malherbe, Chéreau, mais pour l'instant, pas sur la partie tracteur. Pas que je sache, en tout cas. Et par contre, oui, la partie transport est un axe important, notamment pour tout ce qui est froid, production de froid. Donc tout ce qui est accessoire. Mais qu'on va retrouver dans le domaine portuaire aussi, dont on reparlera sûrement dans quelques temps. Oui, bonjour, Michel Fiol. En fait, tout à l'heure, il a été demandé par monsieur en quoi l'hydrogène était vert. Dans la mesure où je crois que un des éléments de réponse, la voiture électrique rechargeable qui fait tourner des centrales nucléaires, finalement, quand on connaît les problèmes liés au nucléaire, n'est pas si verte que ça. Voilà. Et vraiment à éviter. Réduction du parc nucléaire, par exemple, et développement de la mobilité électrique. Sauf qu'aujourd'hui, la mobilité électrique au sens hydrogène, enfin, les nouvelles mobilités, il faut les entendre comme des nouveaux acteurs de la flexibilité énergétique. C'est-à-dire qu'on développe les énergies renouvelables. Si on développe les énergies renouvelables, on doit forcément adapter c'est pour ça que je parle beaucoup à chaque fois de flexibilité. J'adapte ma production et ma consommation. Et le projet qu'on a, d'ailleurs vous tapez Flex Mobile sur internet, vous trouverez, c'est le projet de Belle-Île. Le projet de Belle-Île, c'est ça, c'est de dire aujourd'hui, on ne doit pas opposer le développement des mobilités électriques à, on va dire, la diminution des consommations d'électricité. Parce qu'en fait, il ne faut pas travailler en bloc, mais il faut travailler en flux. Et comme l'électricité ne se stocke pas, il faut voir comme la mobilité électrique comme un vecteur en fait qui va permettre d'intégrer en fait cette intermittence des énergies renouvelables. Et ça, à mon avis, quand tout à l'heure on parle d'hydrogène vert, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où sur certaines productions éoliens, certains producteurs sont presque contraints de payer pour réinjecter leur production dans le réseau. Parce que si on sort des périodes d'obligation d'achat, finalement le réseau n'a pas besoin de la production produite, et donc on peut se retrouver dans certaines situations à écrêter les productions, tout simplement parce que le réseau n'en veut pas. Parce qu'à ce moment-là, il est on va dire, en suroffre par rapport à consommation. Et donc du coup, de travailler en utilisant ces sujets pour faire de la production d'hydrogène, qui est finalement du stockage, et bien finalement, c'est optimiser en fait finalement la mise en adéquation entre production et consommation. C'est une variable d'ajustement. Alors tout à l'heure aussi, une dernière chose, à propos de la production, au niveau de l'électrolyse, il y a un des métaux rares, vous allez me corriger parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine, qui est utilisé, ce serait le platine ou un autre, je ne sais pas. En tout cas, il faut un élément qui permet l'électrolyse est un des métaux qu'il faut extraire sur cette planète. Est-ce que sur le long terme, on peut arriver à un problème de raréfaction, un problème d'enchérissement ou de coût, quoi, voilà. J'ai pas vraiment la réponse à la question. En revanche, la recherche sur les piles à combustible n'a jamais été aussi intense qu'actuellement. On se rend compte que la pile à combustible risque d'être le moyen d'assurer la locomotion de demain. Donc beaucoup de recherches ont lieu sur cette thématique
Et voilà, je pense qu'une partie de la recherche est liée justement pour éviter cette rarification. Alors, on va poser une dernière question, puis on va conclure après. Bonjour. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes de stockage dans le véhicule de l'hydrogène donc sous forme comprimée, comme vous l'avez présenté, enfin, qui est la méthode, on va dire, classique, standard? J'avais cru comprendre que des entreprises cherchaient à stocker l'hydrogène sur des sels métalliques, ce qui supprimait la nécessité de le comprimer et peut-être diminuer le danger. Et je ne sais pas si ça aboutit. Mais on peut vous apporter réponse, mais là je ne peux pas vous répondre comme ça. Alors, a priori, on a la réponse ici. Et une dernière question après. Oui, ça existe en station fixe. Hein, pour stocker de l'hydrogène, on peut en effet la mettre sous forme d'hydrure. Et ça a été utilisé sur des installations éoliennes en Corse notamment, avec une nouvelle installation qui a été sortie il y a quelques années. En revanche, pour l'utilisation dans un véhicule, je ne pense pas que ça soit à ce stade possible, parce qu'il faudrait quand même gazéifier l'hydrogène et le recomprimer pour le passer dans la pile à combustible. Ça me semble ça le point de blocage. Une petite dernière. En tant que synago, excusez-nous, nous sommes nombreux synago aujourd'hui. C'est bizarre, hein? Non, il n'y a aucun lien de cause à effet, mais vous allez voir, c'est intéressant. Nous sommes assez attachés, nous avons la chance, entre Vannes et Séné, d'avoir un bateau qui s'appelle le Petit Passeur. Or, est-ce qu'un bateau peut être utilisé à hydrogène? On l'espère. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres unités de production de manière à répondre à la demande aussi bien des véhicules, mais des bateaux et de toute façon d'autres professions, parce que M. Lally m'en avait parlé séparément, les ostréiculteurs pourraient se mettre à ce moyen de locomotion, etc. Donc oui, forcément. Et vous voyez, on avait répondu à un appel à projet européen pour... alors, je vous cache pas, on l'avait fait surtout pour on va dire, intégrer la filière et comprendre comment ça fonctionnait dans le domaine maritime. Donc on a répondu à un appel à projet européen, un Interreg, pour un bateau hydrogène, sans en donner exactement le lieu. Alors évidemment, il y a un terrain de prédilection, c'est forcément le golfe du Morbihan. Mais en fait, volontairement, on n'avait pas identifié le site, vous voyez, mais on avait eu des accords, on va dire, de principe d'acteurs, on va dire, de notre façade maritime au sens large, morbihanaise. Et donc, du coup, on n'a pas été lauréat. Pour autant, aujourd'hui, on a beaucoup appris et on a pu identifier des acteurs de la filière. Et puis on n'abandonne jamais les choses. De toute façon, on a lancé là, avec le PNR et GMVA, une étude sur l'ensemble du Golfe, qui nous est d'ailleurs, pour lequel on a un accompagnement de l'État et de l'ADEME, pour justement travailler avec l'ensemble des usagers du Golfe sur les possibilités, on va dire, de migration ou de mutation de leur mode de propulsion. Parce que, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes réponses en fonction des navires, en fonction de leur temps où ils restent à quai, de leur zone d'avitaillement. Et donc tout ça, en fait, il y a une étude qui est en cours, parce que bien évidemment, que ce soit le PNR, GMVA ou nous, ça nous semble être en effet le moment pour au moins déjà sensibiliser l'ensemble des filières. Vous les avez citées, mais il y en a plein d'autres, en fait, on est d'accord. On pourrait en citer d'autres, et déjà de leur faire savoir que finalement on peut penser autrement en termes de déplacement dans le Golfe. Je veux dire, le Golfe en plus, je veux dire, c'est un joyau qu'on a, et quelque part de commencer déjà, on va dire, à impulser une dynamique globale, parce qu'on avait fait une première opération, on a mis une borne bateau sur le port d'Aradon.
Mais c'est pareil, c'était aussi pour montrer que voilà, les mobilités électriques, c'est pas que du terrestre, ça peut être aussi du maritime. Maintenant, il faut travailler à chaque filière, c'est ce qu'on a lancé là. Travailler à chaque filière, est-ce que c'est l'électrique, est-ce que c'est l'hydrogène, est-ce que c'est autre chose? Et aujourd'hui, il y a tout un travail de sensibilisation à faire, mais pour avoir une démarche globale. Parce que c'est ça qui est important et c'est ce qu'on a vu tous ensemble. Tous les acteurs que j'ai cités, c'est travailler sur une démarche globale. Alors, c'est peut-être... Oh, je pense pas là. Je peux vous dire juste une chose, et bien sûr, je vais donner la parole à M. Foucault parce que c'est les élus que vous visez. Mais juste pour vous dire une chose, je pense que quand on regarde au niveau national, le Morbihan, dans sa globalité, on est lauréat de territoire d'innovation, on travaille avec les territoires, et je pense qu'au niveau de la transition énergétique, on n'a pas à rougir en Morbihan. Voilà, non, je ne vais pas répondre directement à Michel. On se connaît bien, puis on peut continuer les discussions ce soir, demain ou un autre jour dans les rues de Séné, dans le bourg de Séné, il n'y a pas de problème, comme on le fait fréquemment. C'était juste par rapport à l'interpellation sur le petit passeur à hydrogène, on va dire demain, non. Parce que, alors demain, dans un demain très court, non, puisque les élus de GMVA ont pris une délibération il y a 15 jours, c'était le 26 septembre, pour dire on investit dans 2 petits passeurs à propulsion électrique avec des bornes qui vont être positionnées à Bararac, à Conlo, au passage de Saint-Armel en Séné et à Saint-Armel en face, ou l'un ou l'autre, tous les deux, je ne sais plus, mais voilà, donc le choix est fait pour les années à venir, ce qui n'empêche pas effectivement de continuer à cogiter pour la suite, pour d'autres déplacements, effectivement, par mer et plus uniquement par terre. Eh ben, je vous propose de conclure sur ces propos. Merci à vous. Merci Didier, merci Hugo. Je vous propose 5 minutes de pause, le temps d'installer le prochain atelier. Merci.